Avignon, la cité des papes, est sans nul doute le fleuron des villes provençales. Ville d'art et de culture, ses monuments, palais et livrées témoignent de son histoire qui fut pendant près d'un siècle étroitement liée à celle de l'Église. À l'origine, Aouenio, le maître des eaux, tel était son nom celto-ligure, défiait le Rhône perché sur le rocher des Dons. Puis les phocéens de Massalia, Marseille, vinrent y fonder l'un des plus importants comptoirs commerciaux de la Gaule narbonnaise. Chanté par tous les enfants du monde, son célèbre pont était initialement construit en bois sur des bases romaines. C'est Bénézet et ses disciples, les futurs frères pontifes, les faiseurs de ponts, qui récoltèrent l'argent nécessaire à la réalisation de l'ouvrage. Bénézet mourut en 1184, un an avant l'achèvement des travaux. En 1226, pendant la croisade contre les Albigeois, Avignon, restant fidèle au comte de Toulouse, empêcha le passage du Rhône aux armées de Louis VIII. En représailles, ses remparts furent rasés et son pont détruit. Il fut reconstruit en pierre. D'une longueur de 900 mètres, il comportait 22 arches et reliait la cité pontificale à Villeneuve-les-Avignon. Il était protégé, rive droite, par la tour Philippe le Bel et, rive gauche, par un puissant châtelet. Endommagé par les crues du Rhône, il fut restauré plusieurs fois avant que de guerre lasse, il ne soit laissé en cet état. La chapelle Saint-Nicolas, d'origine romane, conserva longtemps les reliques de Bénézet qui fut canonisée avant qu'elle ne soit transférée en l'église Saint-Didier. En 1290, Philippe le Bel céda Avignon à Charles II d'Anjou. Le pape Boniface VIII y fonda une université en 1303. Mais les différends qui opposaient le roi de France au pape entraînèrent 2 ans plus tard l'élection de l'archevêque de Bordeaux, Bertrand de Goth, au trône de Saint-Pierre. Il prit le nom de Clément V. En 1309, l'affaire des Templiers amena ce dernier à séjourner périodiquement en comtat venessin, terre pontificale depuis 1274. Il résidait alors à Carpentras et au prieuré de Gros-Eaux près de Malaucène, plutôt qu'à Avignon qui appartenait au comte de Provence. En 1316, Jacques Duèze, originaire de Cahors, lui succéda sous le nom de Jean XXII. Mais le violent conflit qui agitait les grandes familles italiennes le contraignit à fuir Rome et à se réfugier en Avignon, où lui et ses successeurs demeurèrent pendant près d'un siècle. En 1334, le moine cistercien Jacques Fournier, devenu pape Benoît XII, fit raser le palais épiscopal et chargea l'architecte Pierre Poisson de la construction à son emplacement d'un palais aux allures de forteresse. Son successeur, le Limousin Pierre Roger, Clément VI, acheta Avignon à la reine Jeanne de Provence en 1348. Il fit venir le maître d'œuvre parisien, Jean de Louvre, pour qu'il agrandisse le palais. Ainsi, la tour de la garde-robe et 2 grands corps de bâtiments vinrent fermer la place. Grand amateur d'art, il confia la décoration intérieure du palais des papes à Simone Martini, puis à Matteo Giovannetti. En 1352, Étienne Aubert lui succéda sous le nom d'Innocent VI. Il fit élever la tour Saint-Laurent et la tour de la Gâche et achever les fresques de la voûte de la Grande Audience. Sous son pontificat, Avignon fut surnommée la Seconde Rome.
Pour la protéger des grandes compagnies qui écumaient la région, il fit renforcer les remparts de la ville. Élu en 1362, le pape Urbain V fit aménager la cour d'honneur et quelques bâtiments reliant le palais au jardin de Benoît XII. Enfin, Grégoire XI, son successeur en 1370, n'eut d'autre souci que de rétablir le siège de la papauté à Rome, ce qu'il réalisa en 1376. En 1378, les ambitions politiques des cardinaux provoquèrent le grand schisme d'Occident. Chaque parti nommait son pape, qui excommuniait l'autre. Papes et antipapes s'opposant jusqu'en 1417. Ainsi, pendant que Clément VII puis Benoît XIII siégeaient à Avignon, Urbain VI puis Boniface IX le faisaient à Rome. Pendant la Révolution française, le palais fut saccagé puis utilisé comme caserne jusqu'en 1906. Cet immense palais-forteresse, dont la surface ne représente pas moins de 15 000 m², est véritablement imposant. La porte des Champeaux donne accès au corps de garde. Des peintures murales, exécutées sous le pontificat d'Urbain VIII, sont encore apparentes. La cour d'honneur est bordée, côté Palais Vieux, par l'aile du conclave et la salle de Jésus, côté Palais Neuf, par l'aile des grands dignitaires et la salle des grandes audiences. La grande trésorerie du palais de Benoît XII constituait les bureaux de la chambre apostolique. Aujourd'hui, elle conserve les collections du musée du Vieil Avignon. La salle de Jésus formait l'antichambre du consistoire. Des tableaux et des documents illustrant Avignon au XVIIe et XVIIIe siècle y sont présentés. Le revestir pontifical fut transformé en chapelle au XVIe siècle. Ces boiseries peintes sont du XVIIIe. Une collection de monnaies pontificales y est exposée. La salle du consistoire occupe tout le rez-de-chaussée de l'aile orientale, c'est là que le pontife recevait ses hôtes de marque. Remplaçant la décoration initiale détruite sous la Révolution, sont accrochés aux cimaises des sinoples et des fresques provenant de Notre-Dame des Dons. Ils furent exécutés en 1340 par Simone Martini, qui est, avec Giotto, l'un des plus illustres peintres italiens du XIVe siècle. Le cloître Benoît XII constituait la cour principale du Palais Vieux. Il est bordé par l'aile des Familiers, surmontée d'un clocher et de la tour de la Campagne, par l'aile du conclave, aujourd'hui transformée en palais des congrès, et par la chapelle de Benoît XII, qui conserve depuis un siècle les archives départementales.
grand tinel ou salle des festins mesure 45 mètres de long sur 10 mètres de large. De grandes tapisseries des Gobelins couvrent l'un des grands murs qui était autrefois décoré de fresques. L'immense cheminée permettait de tenir les plats au chaud. Ceux-ci étaient élaborés dans des cuisines comme la grande cuisine de Clément VI, dont l'immense hotte pyramidale mesure 20 mètres de haut. La chapelle du Tinel, ou Saint-Martial, est aménagée dans la tour Saint-Jean. Ces murs, peints par Matteo Giovannetti en 1344, retracent la vie de l'apôtre du Limousin. La chambre du Parlement servait d'antichambre au pape. C'était le lieu des audiences privées et des consistoires secrets. Trois tapisseries des Gobelins des XVIIIe et XIXe siècles habillent ces murs. La chambre du pape est située à l'étage principal de la tour des Anges. Elle est entièrement décorée de peintures à la détrempe réalisées par Matteo Giovannetti. Celui-ci est également l'auteur des fresques du Studium de Clément VI, situé dans la tour de la garde-robe. Cette pièce est appelée également la chambre du cerf. Les plafonds à caissons sont du XIVe siècle et le carrelage vernissé d'inspiration aragonaise. La sacristie nord reliait les appartements du pape à la grande chapelle. Elle abrite les statues et les tombeaux de personnages liés à l'histoire de la papauté avignonnaise. La grande chapelle ou chapelle clémentine mesure 52 mètres de long, 15 mètres de large et 20 mètres de hauteur de voûte. Le revestiaire des cardinaux servait de sacristie pendant les offices pontificaux. Là, y sont conservés les moulages des gisants des papes Clément V, Clément VI, Innocent VI et Urbain V. La loggia abrite le portail de la grande chapelle. Malheureusement, toutes ces sculptures ont été mutilées pendant la Révolution française. Le grand escalier d'honneur conduit à la grande audience. À peu près de même dimension que la grande chapelle qui se trouve à l'étage au-dessus, elle accueillait le tribunal de la Rote.
Des fresques qui la décoraient ne restent plus que celles des prophètes, peintes par Matteo Giovannetti en 1352. Située entre le Palais des Papes et le Petit Palais, la cathédrale Notre-Dame des Dons, de style roman provençal, fut élevée au milieu du XIIe siècle. Son clocher fut reconstruit au XVe siècle et coiffé d'une statue de la Vierge en 1859. La nef, longue de 23 mètres, présente des tribunes baroques du XVIIe siècle. Précédant le chœur, une coupole romane, décorée de fresques, couvre la croisée du transept. Le chœur a conservé son trône épiscopal de marbre blanc du XIIe siècle. Le lion de Saint-Marc et le bœuf de Saint-Luc ornent ses accoudoirs. La chapelle Saint-Jean-Baptiste accueille un ecce homo polychrome du XVIe siècle. La chapelle des apôtres protège le tombeau à baldaquin de Jean XXII, attribué au sculpteur anglais Hugh Whitfred. Enfin, la chapelle du Saint-Sacrement fut remarquablement décorée par Eugène de Veria vers 1838. Le rocher des Dons fut aménagé en jardin au XIXe siècle. De ces terrasses, la vue s'étend sur le Rhône et Villeneuve-les-Avignon. Ancienne résidence des évêques et archevêques d'Avignon, le Petit Palais fut acheté en 1335 par le pape Benoît XII. Mais ce fut l'évêque Anglique Grimoald, frère du pape Urbain V, qui lui donna sa disposition actuelle en 1364. Pendant le Grand Schisme, il servit de citadelle, ce qui lui valut d'être partiellement détruit. En 1481, le cardinal Julien de la Rovère, futur pape Jules II, le transforma en un somptueux palais. Après la Révolution française, il devint petit séminaire avant qu'il ne devint, en 1958, le siège d'un musée d'art médiéval. Le musée se compose d'une vingtaine de salles. L'art avignonnais est représenté par un ensemble de chapiteaux romans provenant de l'abbaye de Saint-Ruf ainsi que du cloître disparu de Notre-Dame des Dons. Y sont rassemblés aussi le gisant du pape Urbain V et quelques statues provenant des tombeaux de Jean XXII et Innocent VI. Des fragments de fresques qui décoraient une livrée cardinaliste de Pont de Sorgue montrent que les sujets profanes étaient alors fort appréciés. Dans l'ancienne chapelle privée des archevêques sont conservés des éléments du tombeau du cardinal Jean de Lagrange, dont le célèbre transit. Avec l'installation des papes, Avignon vit arriver un grand nombre de peintres, en majorité italiens. Leur style original
à mi-chemin entre le réalisme flamand et la stylisation italienne, fut à l'origine de l'école d'Avignon. Le Siennois Simone Martini, auteur de ces 4 têtes de prophètes, et le Français Enguerrand Carton en furent les grands maîtres. Parmi les sculpteurs, Jean de la Huerta et l'Avignonnais Antoine Le Moiturier marquèrent cette époque. Mais le musée du Petit Palais doit surtout sa renommée à cette remarquable collection Campana dont nous parle son conservateur. Le musée du Petit Palais à Avignon conserve une collection exceptionnelle de plus de 300 œuvres du Moyen-Âge et de la Renaissance italienne. Cette collection a été en partie rassemblée par un grand personnage romain du XIXe siècle, le marquis de Campana, qui a une histoire un peu exceptionnelle. En effet, ce marquis a commencé à collectionner des monnaies, des antiques, des peintures. Il était également directeur du Mont-de-Piété à Rome. Et très vite, il a confondu ses intérêts personnels avec les intérêts du Mont-de-Piété. Alors au début, ça ne s'est pas trop vu, et puis les polémiques ont commencé, le scandale a éclaté, et le pauvre marquis, qui avait réuni une collection extraordinaire dans ses 3 palais romains, a été condamné à la prison. Après le procès du marquis de Campana, les collections ont été malheureusement dispersées un petit peu partout en Europe. Napoléon III a acheté une petite partie de la collection de peinture pour un musée qui s'est ouvert à Paris. Malheureusement, après une polémique des conservateurs du Louvre qui n'ont pas été consultés lors de l'ouverture de ce musée, cette collection a à nouveau été dispersée dans les musées de province. Jusqu'au XXe siècle, où l'inspection des musées avait le souhait de rassembler cette collection et a cherché un lieu pour la présenter. Avignon s'est offert comme étant un lieu idéal, de par son histoire liée à l'histoire pontificale, mais aussi de par l'histoire de sa peinture, car c'est Simone Martini, le grand peintre siennois, qui est venu au XIVe siècle à Avignon à la demande des papes pour fonder l'école d'Avignon. Et la ville a proposé ce très beau palais, qui est le palais de l'archevêché, qui était au départ une livrée cardinalice et qui a été ouvert au musée en 1976. Et nous voyons ici une œuvre qui est sans doute une des œuvres majeures de la collection. C'est un très beau tableau de Botticelli, qui est sans doute le peintre symbole de la Renaissance italienne. C'est une œuvre de jeunesse du grand maître, bien avant qu'il devienne le peintre officiel des Medici à Florence. Elle date des années 1467-1470. On y voit encore l'influence de son maître Verrocchio. Je crois que c'est une des œuvres majeures du Petit Palais. C'est dans tous les cas une des œuvres les plus connues. Remarquablement mise en valeur, la collection Campana du Petit Palais rassemble 3 siècles d'art italien, allant de la seconde moitié du XIIIe siècle jusqu'au début du XVIe.
Face au palais des papes, l'hôtel des Monnaies fut construit au XVIIe siècle. Il abritait la légation pontificale du cardinal Borghese. Depuis 1860, le Conservatoire de musique d'Avignon y a élu domicile. La place de l'Horloge, bordée de platanes avec ses terrasses de café et de restaurants, est le cœur vivant d'Avignon. L'hôtel de ville fut construit au milieu du XIXe siècle à l'emplacement de la livrée du cardinal Pierre Colonna. La tour du Jacquemart en est l'unique vestige gothique. L'installation du Saint-Siège en Avignon provoqua une floraison d'églises, chapelles et couvents, dressant dans l'azur une multitude de clochers. Rabelais surnomma la cité la ville sonnante. Saint-Agricole est, après Notre-Dame-des-Dons, la plus ancienne église d'Avignon. Elle fut élevée au 7e siècle par le saint patron d'Avignon, dont une légende rapporte qu'avec l'aide des cigognes alentours, il débarrassa les rives du Rhône infestées de serpents. Avignon fut l'un des creusets du gothique flamboyant provençal. Cette écriture architecturale nouvelle s'illustre dans la façade de l'église Saint-Pierre. Les vantaux de ces portes monumentales ont été sculptés par Antoine Vollard en 1551. De même, l'église Saint-Didier et l'église Saint-Martial sont fidèles à cette architecture avignonnaise. Cette dernière est bordée par le square agricole Perdillier, où se dressent des vestiges de son ancien cloître. Parmi les nombreuses chapelles, celle des pénitents noirs de la Miséricorde, de style baroque, est la plus élégante. Elle présente une façade ornée d'une gloire, au centre de laquelle 2 anges présentent la tête de Saint Jean le Baptiste. L'ancienne chapelle baroque du Collège des Jésuites, reconvertie en musée lapidaire, rassemble les collections antiques du musée Calvet. Au cœur du vieil Avignon, la rue des Teinturiers suit le cours de la Sorgue. Elle doit son nom aux nombreuses manufactures de toiles indiennes qui s'étaient installées là au XVIIIe siècle. Seuls quelques roues à aubes témoignent de ce passé laborieux. Installé dans l'ancien hôtel de Raphaëlis de Soissons, le musée Réquien fut fondé par le botaniste avignonnais Esprit Réquien. Il devint musée d'histoire naturelle et centre de recherche et de documentation au XIXe siècle. Y sont rassemblées d'importantes collections sur la géologie, la paléontologie, la faune et la flore du Vaucluse. Indissociable de l'histoire d'Avignon, Villeneuve-les-Avignon lui doit sa prospérité. Le Rhône servait de frontière naturelle entre les terres royales et les terres pontificales. Et si le fragile pont Bénézet reliait alors les deux cités, la tour Philippe le Bel en était le sévère gardien.
Pour soutenir son rôle défensif, le roi de France, Charles V le Sage, fit fortifier le village de Saint-André en une citadelle qui devint le fort Saint-André. Quelques membres de la cour pontificale s'y firent construire de belles livrées et y fondèrent des établissements religieux comme la Chartreuse du Val de Bénédiction. L'église ruinée conserve, dans une de ses chapelles, le mausolée du pape Innocent VI qui avait souhaité être inhumé à la Chartreuse. En effet, le cardinal Étienne Aubert dut son élection au trône de Saint-Pierre grâce au désistement du général de l'ordre des Chartreux. C'est pourquoi il offrit, en remerciement, sa livrée cardinalice aux Chartreux, chargeant même son peintre favori, Matteo Giovannetti, de décorer la chapelle pontificale. Très vite, la richesse et l'influence de la Chartreuse s'accrurent jusqu'à ce que la Révolution française sonnât son déclin. Elle possède 3 cloîtres. Celui de Saint-Jean fut construit par le cardinal de Pampelune. Si ces galeries ont aujourd'hui disparu, il a conservé une élégante rotonde du XVIIIe siècle qui protège la fontaine Saint-Jean. La livrée de Pierre de Luxembourg forme le cadre prestigieux au musée municipal de Villeneuve-les-Avignon. Ici sont rassemblées les peintures provenant de l'abbaye Saint-André et de la Chartreuse, qui furent dispersées pendant la Révolution. Détruit par un incendie, le théâtre d'Avignon fut reconstruit en 1847. Molière et Corneille, sculpture des frères Briand, en sont les gardiens immobiles. Mais lorsque résonnent les 3 coups du célèbre Festival d'Avignon, c'est toute la ville qui se transforme en une multitude d'espaces scéniques. Paul Puot, le secrétaire de l'association Jean Vilar, raconte sa création. Dans la maison Jean Vilar, il n'est pas étonnant que nous retrouvions ici tous les souvenirs de la vie et de la carrière artistique de Jean Vilar, le créateur du Festival d'Avignon. Et nous sommes là, devant peut-être les souvenirs les plus émouvants. Ceux de 1947, date de la création du Festival d'Avignon, sur une idée, comme aimait à le rappeler Jean Vilar lui-même, de poète. Le festival, disait-il, est une idée de poète faisant allusion à la proposition qui lui avait été faite par notre grand poète René Char. Et lorsque je parle de souvenirs émouvants, vous avez là, devant vous, les costumes de la première pièce jouée par Jean Vilar dans la cour d'honneur du Palais des Papes, les costumes du roi Richard II, du roi et de la reine. Vous avez également le premier dispositif de la cour d'honneur, établi dans des conditions extrêmement élémentaires, puisque la scène, le plateau qu'on peut voir, avait été emprunté au régiment du 7e génie qui
existait à ce moment-là à Avignon. Ce sont des poutres qui servaient à des ponts sur le Rhône qui ont servi à faire le premier plateau d'Avignon, avec un éclairage extrêmement modeste, avec des chaises de jardin, mais le tout provoquant dans la jeunesse de ce pays qui en avait tant besoin après les années d'occupation, une impression de grande liberté, de renouvellement de tout ce théâtre, chose qu'on attendait depuis très longtemps. Et pendant plusieurs années, le festival va fonctionner de cette manière, avec l'essentiel, c'est-à-dire un plateau nu, à travers lequel on retrouvait quoi? L'auteur et l'interprète essentiellement, Villard essayant de rendre simplement les mises en scène aussi claires que possible. Jusqu'à ce que, en 1951, alors qu'il avait là une jeune troupe, ce qu'on appellerait aujourd'hui une jeune troupe, avec des noms aujourd'hui célèbres tout de même, hein, je pense aussi bien à Maria Cazares qu'à Philippe Noiret, à Jean-Pierre Darras, mais en 1951 viendra également le rejoindre pour jouer le Cid et le Prince de Hambourg, Gérard Philipe, et à partir de là commence vraiment ce qui aujourd'hui est plus qu'une histoire, qui est une véritable légende en Avignon, l'histoire d'un homme qui a aimé cette ville, une espèce de... On l'appelait le pape d'Avignon à l'époque, puisqu'il avait redonné à ce palais des papes une vie qu'il avait perdue depuis un certain nombre d'années. Parallèlement au festival, se déroule le Festival Off, que nous présente son fondateur, Alain Léonard. Eh bien, le Festival Off d'Avignon a probablement démarré à la fin des années 60. Ça a été à l'initiative d'un jeune auteur avignonnais, André Benedetto, qui joue d'ailleurs toujours en ce moment pendant le festival. Au fil des années, le Festival Off s'est développé et nous arrivons aujourd'hui à 385 compagnies qui proposent 450 spectacles. Ce sont des compagnies qui viennent de toutes les régions de France et de l'étranger. Dans le Festival Off, vous trouvez toutes les disciplines du spectacle vivant, c'est-à-dire il peut y avoir du théâtre, de la poésie, du cirque, de la danse, du mime, vraiment toutes les expressions. Et au niveau esthétique, nous avons aussi toutes les esthétiques qui représentent un peu ce qui se fait actuellement en France, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des spectacles tout à fait conformistes et des spectacles de recherche ou tout à fait novateurs. Oui, nous on est différents. Nous on n'est pas pareil. Et nous on n'est pas méchants. Oh non. Nous on est dégoûtants. Et nous on est dégueulasses. Nous on sent pas bon. Nous plus du cul. Oh oui, on pue. Alors là, je vous jure que vous recevrez une taloche si vous frappez encore. Ne m'approchez pas. Oh ma belle, il y a dans ta manière d'être une suavité qui passe jusque dans tes soufflets. En voulez-vous un autre? Doucement, doucement, doucement. Et voilà le miel, et encore, et encore, et encore. Ce n'est pas un jeu.
truc à mon grand-père. C'est mon grand-père, il connaissait plein de trucs. Et ça tombe bien parce que, justement, je voulais vous parler de mon grand-père. Mon grand-père, c'était pas un clown. Mais alors, pas un clown du tout, hein. Mais c'était un fameux joueur de groupe. Il jouait à la pétanque. Pas à la lyonnaise, hein. Il jouait à la pétanque. Et alors, mon grand-père disait... Eh oui, madame, il y a une distance réglementaire, hein. Mon grand-père disait... Voyageurs en ninguna parte en nuestro país. Nos passeports absents apportent le sceau du soleil, du vent et de la poussière. Il nous guide plus sûrement qu'une boussole. Le soleil que nous suivons comme les rois mages, l'étoile de Bethléem. Le soleil de plomb. Fille de Provence, toute parée de ses palais prestigieux, Avignon chante et danse comme elle chantait et dansait au temps jadis où elle était cité des papes. Ville magique, elle séduit et envoûte si bien qu'un proverbe provençal met en garde. Qui s'éloigne d'Avignon perd la raison.